Et alors, est-ce que vous pensez avoir obtenu, enfin, de vos interlocuteurs, les GAFAM, de suivre cette réglementation que vous annoncez à grand coup de trompette d'ailleurs, et dont tout le monde pourrait se féliciter. Alors, sauf que pour l'instant, les utilisateurs d'Internet disent que sur les questions de racisme, sur la violence sur Internet, c'est pas au point, quoi. Si vous permettez, je ne suis pas complètement d'accord avec votre vision des choses. D'abord, c'est un travail que j'ai démarré dès le premier jour de ma présence à la Commission pour effectivement mettre du droit dans cette zone qui était une zone de non-droit. Ce travail, ça a été d'abord des milliers d'heures de consultation. Tout le monde a pu répondre. On a consulté tous les acteurs, et les gouvernements aussi, pour prendre position. Deuxièmement, on a écrit les lois. La Commission écrit les textes. Troisièmement, on les a fait voter. Ça a été voté par le Parlement. Ça a été voté par le Conseil. C'est les co-législateurs. Donc c'est pas ma loi, notre loi, c'est la loi de notre démocratie continentale. Elle rentre en vigueur, vous l'avez rappelé, le 25 août. Que dit-elle ? Elle dit tout simplement que désormais, il est totalement interdit, effectivement, de proférer, par exemple, des propos racistes, parce que c'est interdit dans la vie réelle, dans la vie physique, c'est interdit sur les réseaux. C'est interdit de harceler dans la vie réelle, c'est interdit de harceler. Et qu'est-ce qu'on a demandé ? Les plateformes ont maintenant l'obligation de le faire. Et ils ont embauché pour ça ? Ah mais c'est extraordinaire. Ce qui s'est passé depuis le 25 août, je le dis, vous savez, je suis le régulateur. Et donc, je ne vais pas avoir la main qui tremble. C'est le pouvoir que m'ont donné les deux co-législateurs. Je vais donc l'appliquer pleinement dans l'intérêt et la protection de nos consommateurs et de nos citoyens européens. Mais aujourd'hui, si vous prenez toutes les plateformes, tous les réseaux que vous voyez s'afficher à l'écran, là, je les vois de l'autre côté, mais je ne sais pas si on les voit à l'écran. On va les voir. Donc, les téléspectateurs vont reconnaître tous les petits logos. Je ne vais pas les citer, évidemment. Mais chacun d'entre eux a désormais, sur sa page d'accueil, c'est très simple. Si vous prenez, je vois X par exemple, X ex-Twitter, bien maintenant, si jamais vous voyez un tweet où on va dire quelque chose qui peut être une atteinte à votre personne, Monsieur Domnac, eh bien vous allez avoir la possibilité tout de suite de le signaler. C'est très facile, je vous invite à voir, c'est en haut à droite, vous cliquez dessus, vous avez différents cas, et la plateforme a l'obligation de répondre dans les 24 heures, d'effacer le tweet si jamais celui-ci est attentatoire à la loi. Et si jamais elle ne le fait pas, les sanctions arrivent. Si jamais c'est encore plus grave... Il y aura une période de tolérance ou pas ? Non, c'est fini là. C'est fini, c'est en place. Si c'est plus grave, vous avez la possibilité et la nécessité de passer désormais par des influenceurs, comme par exemple la plateforme Pharos en France. Et eux peuvent faire en sorte de demander à la plateforme de le changer dans l'heure. Si c'est encore plus grave, n'importe où que vous soyez, un juge dit des référés, donc pour le online maintenant, pour intervenir. Et ça, voyez-vous... Le territoire de compétence, c'est le territoire pour nous. C'est le territoire de compétence, c'est le territoire de l'utilisateur. De l'utilisateur. Une révolution. Alors, est-ce que ça a été facile ? Ça a été très dur. Et je voudrais le dire ici. Je ne suis naïf en rien. Vous le voyez, évidemment. On ne peut pas être naïf quand on exerce le rôle qu'est le mien. Et en particulier vis-à-vis de nos alliés américains. Je tiens à le dire. Au début, personne ne m'a aidé. Personne. Et quand je dis personne ne m'a aidé, tout le monde a essayé de s'opposer, et en particulier les GAFA, mais aussi un certain nombre de gouvernements. Je n'ai pas été aidé, je le dis, par le gouvernement américain au début. Vous visez par exemple un certain Elon Musk à la tête de X, Nicolas Domenac, d'ailleurs, on voulait s'interroger sur... Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, vous êtes allé en Californie tous, je l'ai rencontré, c'est mon rôle, c'est mon travail. Question sur la personnalité et l'homme qui est aujourd'hui Elon Musk, surpuissant. Est-ce qu'on peut avoir confiance en lui ? Il a souvent varié. Monsieur Domnac, je parle des plateformes. Je parle donc, encore une fois, des plateformes. Moi, je régule les plateformes. Je ne régule pas les actionnaires. Je régule les plateformes. Les plateformes, pour avoir le droit, c'est un droit qui est un droit intéressant pour elles. 450 millions de consommateurs, c'est 1,5 fois le marché américain. Personne ne va se mettre en situation de ne pas pouvoir offrir ses services sur un tel territoire. Mais maintenant, eh bien, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est ouvert, mais à nos conditions et nos règles. Voyez-vous, ce que je dis à monsieur Elon Musk et à tous, voyez-vous, en Europe, eh bien, on conduit à droite. Ah oui, mais moi je fais des voitures qui ont le volant à droite parce qu'on conduit à gauche. Eh bien c'est dommage, parce que si vous voulez pénétrer le marché, eh bien il faudra maintenant changer votre volant. C'est comme ça. Et vous savez quoi ? Demandez, écoutez tout ce que dit monsieur Musk lorsqu'il me rencontre. Il dit à chaque fois, je soutiens le DSA, c'est bon, et évidemment, je vais appliquer la loi. Quelle est la
révolution, si on peut dire, qui a été faite, c'est que désormais, grâce à notre puissance, aucun pays seul n'aurait pu le faire. Mais parce que nous avons été unis et que nous représentons ces 450 millions, on a tout simplement réussi à dire que chez nous, voilà comment ça se passe. Sur la régulation. Mais vous connaissez la formule, les Américains innovent, les Chinois produisent, les Européens réglementent. On arrive un peu après la bataille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Google européen. Alors, je comprends parfaitement votre position, vous avez raison de vouloir réglementer. Les Américains veulent même aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a un procès Google qui s'est ouvert et qui a une perspective de démantèlement, purement et simplement. Ce qu'il ne faut pas simplement imposer à ces entreprises de ne plus être tout à la fois jugées parties, c'est-à-dire le tuyau et le contenu. 2 éléments dans votre question, si vous le permettez. Le premier, je ne partage pas cette analyse. Bien sûr que les Américains ont eu les premiers, les plateformes, qui sont celles dont nous parlons aujourd'hui, sur un point, et que je veux rappeler ici aujourd'hui, c'est que le marché américain était unifié, et que nous avions, nous, 27 marchés. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait avec le DSA, le DMA ? Enfin, j'ai mis les mêmes règles pour tout, et nous avons enfin un marché unique de la donnée. Alors c'est vrai, nous avons perdu, on peut dire, la première phase de cette guerre des données, c'est-à-dire c'était les données personnelles. Vous savez, que vous preniez Mark Zuckerberg ou que vous preniez le patron de Snapchat, bien souvent, ce sont des jeunes très brillants, mais qui ont quitté leur première année d'études et qui sont allés faire ces réseaux. Mark Zuckerberg, il était à Harvard, il a démissionné d'Harvard après 1 an. C'est un génie du marketing, mais il a fait derrière, et ce qu'on disait dans notre jargon, moi je suis ingénieur, c'était pas non plus quelque chose de révolutionnaire. Après, évidemment, parce qu'il y a eu le marché. Oui. Mais oui, ils l'ont fait. Pourquoi, M. Perrineau ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le marché, parce qu'ils avaient 330 millions. Et qu'ils ont... Donc maintenant, on est dans la 2e phase de la révolution des données, c'est les données industrielles. Tous nos actes génèrent des données. Un véhicule connecté, un réfrigérateur, une montre, tous génèrent des données. Il va falloir utiliser ces données. C'est le nombre de données personnelles, puissance 10. Et donc, on se prépare à cette nouvelle phase. Donc non, je ne dis pas, et nous avons du reste pour ça, les premières entreprises technologiques du monde. Je pense en particulier à une entreprise qui fabrique tout ce qu'il faut pour les semi-conducteurs, parce que derrière il faut des semi-conducteurs. Imaginez un instant. En effet, ça a abouti récemment. J'ai proposé précisément le Chip Act. Oui. Vous savez ce que ça donne 2 ans après ? On a maintenant 68 projets d'entreprise, 100 milliards d'investissements, et effectivement sur le territoire européen, parce que nous avons aussi les meilleurs centres de recherche et aussi les meilleures entreprises pour faire ces robots. Justement, donc voilà, c'est ça l'Europe aussi. Si on a une demi-seconde, la génération d'après, c'est l'IA générative. Oui, pas que générative, l'IA, on va dire. Les réseaux, oui, enfin, moi, je parle des réseaux de neurones. C'est un élément de contrôle du marché. Il y a en France 500 start-up, il y a 13 000 emplois, il y a des initiatives partout en Europe. Est-ce qu'on a retenu la leçon de Google, de ceux qui nous ont déjà dépassés ? Est-ce qu'on va être capable de se mettre ensemble pour fédérer nos énergies et nos compétences pour ne pas être des suivistes dans ce domaine ? Qu'est-ce que c'est, en 3 mots, l'intelligence artificielle ? C'est des données. On a maintenant une vraie organisation de données. Je dois dire du reste que les Américains sont venus me remercier. Écoute, le gouvernement américain, il y a une semaine, est venu me dire « Merci, monsieur le commissaire, pour ce que vous avez fait pour la régulation, et notamment le DSA, parce que ça va nous aider. » Après, on va voir un petit peu, on va dire, non officiellement, pas toujours aider. Ça veut donc dire que ce qu'on fait, ça aide aussi les autres. Parce que ces plateformes, elles opèrent en Europe, mais elles opèrent dans le monde. Donc mais si on répond à la question... Pour la question, c'est les données, l'intelligence artificielle. C'est de la puissance de calcul. Il faut des supercalculateurs. Et c'est aussi des règles. On investit où ? Ben voyez-vous, vous allez peut-être être surpris. L'Europe est le continent où nous avons la plus grande puissance de calcul qui est mise à disposition aujourd'hui, on appelle ça EuroHPC, avec les plus gros ordinateurs du monde, qu'on appelle Exascale, qui font partie des 3 premiers ordinateurs du monde. Ils sont en Europe, ils sont copilotés par la Commission européenne et par les États membres. Il y en a 18. Écoutez, il y en a 18. Et aujourd'hui, on les met à disposition. On les met à disposition des entreprises qui vont vouloir venir en Europe pour pouvoir s'entraîner rapidement. On parle beaucoup de ChatGPT. Vous parlez d'intelligence générative. ChatGPT, je suis allé le voir, et bien entendu, à de nombreuses entreprises. Je connais leur bureau en Californie, à San Francisco. En fait, ils utilisent quoi ? Ils utilisent la puissance de calcul qui leur est offerte
par Microsoft. Mais formidable Sans outil. puissance de calcul, pas d'intelligence artificielle. formidable de calcul. L'Europe va être le lieu Thierry où on va pouvoir Breton. développer des applications d'intelligence artificielle parce qu'on aura une organisation des données, la puissance de calcul et une réglementation. Mais Thierry Breton, formidable outil, ça vous le défendez, mais il se pose la question de la menace pour l'emploi. On a appris avant-hier qu'une entreprise de veille médiatique allait licencier près de 200 salariés, à Courbevoie notamment. Est-ce que vous y voyez, avec le développement de cette intelligence artificielle, une menace en effet pour les emplois en France, en Europe et dans le monde entier? Et un chiffre en effet, aujourd'hui, selon une dernière étude, plus de 2 emplois sur 3, on le voit ici, vont voir la moitié de leurs tâches modifiées avec l'intelligence artificielle. Une étude McKinsey. Alors ça c'est le deuxième aspect des choses, c'est quel est l'impact des technologies sur notre vie quotidienne. On l'a vu dans les médias avec les réseaux sociaux, et vous êtes mieux placé quiconque pour le savoir, et la révolution que ça provoque dans votre métier. Et on le voit maintenant dans d'autres métiers, avec notamment l'intelligence artificielle, pas uniquement générative, ce qu'on appelle fondation, ça va même au-delà. Donc c'est là où il faut des règles. Et c'est ce que nous présentons. Nous, on a proposé des règles pour précisément commencer à organiser tout ça. On appelle ça l'AI Act, l'intelligence artificielle, le règlement d'intelligence artificielle, la loi sur l'intelligence artificielle, sur lequel on travaille là encore depuis 4 ans. On a maintenant la position du Parlement européen. C'est une législation où précisément on a éliminé les risques. Et donc on essaye précisément de mieux organiser par rapport à ce que nous sommes, par rapport à l'état de droit. Mais je vais y revenir. Par rapport à l'état de droit, d'organiser précisément tout ce que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter, et ça va être facteur d'énormément de progrès. Et sur les emplois ? Et donc sur les emplois, bien entendu, eh bien, si jamais il y a un impact, comme toute évolution sociale, eh bien, il faudra l'accompagner. Et s'adapter. Il faudra l'accompagner, encore une fois, l'accompagner. Personne ne peut lutter contre le progrès, mais il faut, en revanche, la puissance publique, son rôle, c'est de faire en sorte de ne laisser personne. Bien sûr qu'on va l'accompagner comme on l'accompagne. Vous savez, les aspects de transition énergétique ont façonné notre, je dirais, continent européen pour le meilleur ou pour le pire. Et on a même vu qu'avec a accompagné, il faudra l'accompagner.